Les sans-papiers de Fribourg n'ont pas cédé, ils ne quitteront pas l'église Saint-Paul tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites. Une nouvelle voiture électrique sera lancée demain en Suisse. La SAM coûte 12 000 francs. Nous la découvrirons en exclusivité. Les requins sèment la terreur en Floride. Les attaques se sont multipliées ces dernières heures contre les baigneurs et les surfeurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les sans-papiers de Fribourg défient les autorités. Ils refusent de se plier à l'ultimatum qui leur avait été fixé aujourd'hui. Ils resteront, disent-ils, dans l'église Saint-Paul jusqu'à l'objectif final, c'est-à-dire la régularisation collective des 300 000 clandestins qui vivent en Suisse. Un nouvel ultimatum est donné pour demain. Maïké Pérez. Pour ne pas se faire expulser des locaux de la paroisse, c'est dans l'église même de Saint-Paul qu'une vingtaine de sans-papiers a passé la nuit. Une dérobade qui n'était pas du goût du propriétaire des lieux. Sur les conseils de Monseigneur Genoux, le conseil de paroisse a fait une ultime proposition. En résumé, 5 personnes, pas une de plus, à l'intérieur de l'église, et ce jusqu'au 17 septembre, date à laquelle les chambres fédérales se pencheront sur le problème. C'est une décision simple. Ils doivent dire oui ou non. S'ils disent non ? S'ils disent non, je veux dire, ça va de soi, c'est-à-dire que la loi devra être respectée, le préfet devra faire son devoir, tout simplement. La proposition n'enthousiasme guère le collectif des sans-papiers, qui semble quelque peu désabusé. Le fait de proposer une occupation symbolique à un nombre réduit de sans-papiers n'est pas une nouveauté. Dans la première proposition du conseil de paroisse, il nous proposait déjà ça, mais dans l'appartement des sœurs Indian Ball. Maintenant, il nous propose ça dans l'église. Bon, ben voilà quoi. Ce matin, les sans-papiers avaient affirmé leur volonté de rester, coûte que coûte. Ils avaient également reçu le soutien inconditionnel du curé de la paroisse. On peut discuter de savoir jusqu'à quel point l'Église doit soutenir une cause comme celle-là. Moi, il me semble que la solidarité exige qu'on soit clairement du côté de ceux qui ont besoin de notre soutien. Et c'est pourquoi j'ai pris cette position. Les sans-papiers ont maintenant la nuit pour réfléchir. Ils annonceront demain, juste avant midi, leur décision. Nous allons trouver Nicolas Deiss en direct de Fribourg. Monsieur le préfet, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Si demain l'ultimatum n'est pas respecté, est-ce que vous êtes prêt à utiliser la force ? Alors, comme ça a été dit, nous avons une constitution, des lois qui garantissent le droit à la propriété privée. Et dans la mesure où la paroisse se sentirait frustrée dans son droit, eh bien, elle peut demander à l'autorité de procéder à l'évacuation. Ça veut dire qu'on peut voir... voir... je suis prêt à... Pardonnez-moi, ça veut dire qu'on peut voir des scènes... procéder à l'évacuation. Ça veut dire qu'on peut voir des scènes comme celles qu'on a pu voir à l'étranger parfois, de policiers qui entrent de force dans l'église, qui portent les gens de force ? Non, pas du tout. Pour l'instant, je l'ai toujours dit et fait remarquer, je prévois une action qui soit tout à fait soft, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire nous avons en face de nous des gens qui sont des gens pacifistes, d'un mouvement pacifiste, donc il n'y a pas de violence dans l'air, donc il n'y a pas de raison d'une intervention musclée. Monsieur le préfet, on dit qu'il y a 300 000 clandestins en Suisse. Si on commence à faire des exceptions, on peut s'en réjouir ou on peut le déplorer. Mais est-ce que ça n'est pas mettre le doigt dans un engrenage ? Alors j'aimerais clairement faire remarquer que le problème politique en soi ne concerne pas directement le préfet, en tout cas pas dans sa mission, qui est une mission d'ordre public. Donc je n'ai pas à me préoccuper du problème politique dans le contexte de ma mission. Monsieur le préfet, merci d'avoir été avec nous. Merci. De Fribourg, on va passer à la Chaux-de-Fonds. Là-bas aussi, les sans-papiers tiennent bon. Le reportage d'Antoine Berthoud. Pommes de terre, haricots, moutons. L'ordinaire est presque austère à la Maison du Peuple et la grande salle très vide à la Chaux-de-Fonds. La moitié des sans-papiers ce midi avaient fait le voyage de Saint-Paul pour soutenir leurs coreligionnaires fribourgeois. Des sans-papiers qui préoccupent désormais aussi le gouvernement neuchâtelois. Ce que nous pouvons faire concrètement, c'est d'étudier les différents dossiers des personnes qui occupent ces locaux, pour voir si d'une manière ou d'une autre, nous pouvons encore une fois intervenir auprès de Berne pour plaider de l'assouplissement ou bien pour plaider un cas de détresse personnelle. Vous voulez de l'eau ?
Ce soir, le comité local du Parti socialiste, plus discret que le POP ou les syndicats jusqu'à présent, doit rencontrer les sans-papiers chaudefonniers. Plusieurs cantons vont faire leur rentrée des classes la semaine prochaine, mais c'est déjà le cas aujourd'hui dans le canton de Neuchâtel. On retrouve un débat toujours plus aigu. Une partie des enseignants estime qu'ils ne disposent plus de l'autorité et du respect sur lesquels ils pouvaient s'appuyer dans le passé. Thierry Clémence. Savagnier, un village traditionnel, son école et son maître d'école. Au cours des rentrées scolaires, Jean-Jacques Spaun a pourtant vu son statut d'autorité évoluer. Il n'est plus l'égal du pasteur ou du notaire. Je dirais qu'on est encore respecté. Il y a ce vieux fond et que l'éducation évidemment reçue dans les familles compte énormément et se retrouve à l'école. Dans d'autres situations, la courtoisie, la politesse et un certain sens du respect se sont perdus. Mais dans les villages, on peut dire que ce phénomène ne se produit pas. Ras des champs et ras des villes. À La Chaux-de-Fonds, c'est la violence qui tutoie l'école. Le quartier des Forges est un lieu, disons, socialement sensible. Son collège aussi. Je rappelle ce pourquoi je me bats sur les principes de vie en commun. Et je dirais que ça s'appelle essentiellement le respect. Josiane Conti affiche 25 années d'enseignement. L'année dernière, elle a vécu l'enfer au quotidien. Ça signifie des injures dans les classes, des menaces de mort, des menaces de venir avec son papa pour casser la gueule du prof tel et tel. Ça signifie même des actes encore plus aberrants, comme se déculotter en classe. Ça préoccupe parce que nous ne savons pas toujours comment réagir exactement, malgré les cours, les formations, les conférences que l'on nous fait donner. Et ça fait peur parce qu'il est très difficile de définir où va la société de cette façon-là. Mais nous y croyons, sinon nous changerions de métier. À La Chaux-de-Fonds, et les directions d'école ne le cachent plus, les enseignants sous antidépresseurs sont toujours plus nombreux. Au chapitre économique, Suissair dément le projet de réduction des navettes entre Cointrin et Zurich. Le patron de Suissair est intervenu pour rassurer la Suisse romande. Mario Corti déclare qu'il va même augmenter de 13 à 14 le nombre de vols journaliers au départ des deux aéroports, et cela dès la fin octobre. Et puis Concorde devrait obtenir l'autorisation de revoler d'ici à la fin du mois. On a parlé de la rentrée scolaire, on va évoquer maintenant la rentrée des entreprises qui s'annonce parfois très difficile. La question est évidemment de savoir s'il faut s'attendre à un ralentissement économique généralisé. André Koudelski va nous donner son point de vue dans un instant. Mais d'abord, il faut revenir sur la série noire qui a frappé la Suisse romande au cours des dernières semaines. Jean-Paul Cateau. À l'image de 4M Technologies, la nouvelle économie romande est aux soins intensifs. Ex-leader mondial du disque optique enregistrable, 4M, à court de liquidités, malgré une entrée en bourse réussie, vient de supprimer un tiers de ses emplois. À La Chaux-de-Fonds, c'est Ismeca, active dans la robotique, qui subit l'effondrement du marché des semi-conducteurs. À Cortaillot, Silicon Graphics, pionnier de la visualisation tridimensionnelle, met la clé sous la porte. Dans la foulée, à Nyon, le fabricant de modems US Robotics supprime son quartier général européen. Alors qu'à Genève, Interwage, qui peine à vendre ses logiciels, doit fermer boutique. Seule bonne nouvelle, Actuate, numéro 2 américain du commerce par Internet, vient s'installer à Fribourg. Et le symbole de cette descente aux enfers, le nouveau marché de la bourse suisse, a perdu en une année les 2 tiers de sa valeur. Mais ce n'est pas fini, puisque ce soir, il baisse encore de près de 2%. André Koudelski, bonsoir. Bonsoir. On a envie de dire, même vous qui paraissiez en or massif, vos actions se sont cassées la figure. Alors écoutez, je ne crois pas qu'on doive regarder la valeur et le futur d'une société simplement à ses actions. Je crois qu'on doit avant tout travailler pour des clients, avoir un bon état d'esprit à l'intérieur d'une entreprise. Et l'action est un thermomètre qui parfois avance un peu plus, parfois recule un peu. Quelles que soient vos affaires, est-ce que vous sentez, comme observateur, un ralentissement ? Alors, ce que l'on observe surtout, c'est une volatilité. C'est-à-dire, en même temps, il y a des opportunités nouvelles que l'on n'avait pas, c'est le côté positif, mais il y a de l'autre côté des choses qui se défont très rapidement. Et alors tout d'un coup, des opportunités qui disparaissent. On a parlé là des nouvelles technologies, mais on entend des rumeurs très inquiétantes, y compris dans les grandes banques, de suppression d'emplois possibles. Ça vous paraît possible ? Mais écoutez, toute une partie du secteur bancaire travaille avec notamment les mises en bourse, travaille avec
la vente d'actions, le négoce d'actions de façon plus générale. Et si vous avez un ralentissement au niveau de certains secteurs, comme les technologies, bien c'est normal qu'il y ait moins d'argent qui transite par les banques aussi. Alors vous faites une vertu vous-même de votre prudence vaudoise, mais s'il fallait quand même faire un pronostic, est-ce qu'on a touché une sorte de plancher ou bien est-ce que ça peut continuer? Alors écoutez, il y a les deux hypothèses qui sont considérées. Vraisemblablement, on a probablement touché un certain plancher, mais certains experts sont encore pessimistes et pensent que ça pourrait encore aller plus bas. André Koudleski, merci. On reste dans cette ambiance de légère sinistrose. Swatch Group a vu son bénéfice reculer de plus de 20% au cours du premier semestre. Cela malgré des ventes records. Le bénéfice s'établit ainsi à 231 millions. Swatch table sur un redressement des affaires pour le deuxième semestre. Je vous le disais en titre, nous allons découvrir en avant-première la voiture électrique qui prétend résoudre enfin les problèmes de lenteur et d'autonomie qui ont entravé jusqu'à présent ce genre de véhicule. Elle s'appelle la SAM, elle coûtera 12 000 francs et c'est un pur produit du génie helvétique. William Heinzer et Romain Guidetti ont essayé la SAM. Voici le reportage. Ce que vous allez voir n'est pas une voiture, pas une moto non plus. D'ailleurs, ça n'a pas de nom, seulement un prénom. SAM. SAM est suisse, très écolo et sous bien des aspects révolutionnaires. À son bord, 2 personnes peuvent rouler à 85 km/h. 3 roues, pas de tuyau d'échappement, SAM est entièrement électrique avec un ordinateur de bord qui pilote l'économie maximale d'énergie. Première impression, ça ressemble à rien de connu. C'est assez ludique, on a le sentiment d'être dans un cockpit d'avion de chasse. Les amortisseurs rendent quand même l'engin un peu tape-cul. Et comme il n'y a pas de direction assistée, on retrouve les virages à la force des bras. On dirait un gros jouet, mais c'est un concentré de haute technologie au consommateur maintenant de dire s'il souhaite mettre le prix pour rouler autrement en ville. La société biennoise Cré mettra la SAM sur le marché dans les mois qui viennent au prix de 12 000 francs environ, avec un premier argument de vente qui pourrait faire mouche, la consommation. Si on traduit l'énergie qu'on consomme et on compare par rapport à une voiture classique, ça voudrait signifier que c'est un demi-litre au 100. Donc ça, c'est quand même assez révolutionnaire. L'équivalent d'un demi-litre au 100 km, soit moins d'1 franc de courant électrique grâce à une série d'innovations. Là, il y a le moteur électrique qu'on a fait nous-mêmes pour réduire en dimension et pour qu'il soit aussi efficace qu'on le souhaitait. Ici en dessous, vous voyez les batteries, le rack des batteries. En dessus, là, il y a l'électronique de puissance, c'est le cerveau du système. Et là, c'est le chargeur avec la prise pour charger dans n'importe quelle prise. N'importe quelle prise et une autonomie de 70 km en 3 heures de charge. On retrouve les motivations écologiques de toute l'équipe. Je pense que dans les villes, les politiciens ils voudront que dans toutes les places, il y aura des prises pour recharger les voitures. C'est quelque chose qui viendra avec le nombre de véhicules qui sera sur la route. C'est un instrument fantastique pour réduire les problèmes de climat. Et puis, ça ne fait rien si c'est un peu fun en même temps. Production prévue, 4000 SAM par an. Une bombe a explosé dans le Pays Basque à Saint-Sébastien, tuant une personne. Elle était placée dans un jouet avec lequel s'amusaient 2 enfants. La police hésite pour l'instant à l'attribuer aux séparatistes basques, car ce genre d'engin piégé ne fait pas partie de leur arsenal habituel. Yves Maga. L'explosion de faible puissance s'est produite à l'intérieur de cette voiture, en ville de Saint-Sébastien dans le Pays Basque. Apparemment, 2 petits-enfants jouaient avec une auto télécommandée qu'ils avaient trouvée samedi dans le bar de leurs parents et qui avait été abandonnée par un client. En explosant à l'intérieur de la voiture ce matin, la bombe a tué la grand-mère qui se trouvait au volant. Un des enfants, âgé de 16 mois, aurait perdu les yeux et souffrirait d'une hémorragie cérébrale. Son frère aîné de 4 ans s'en sort avec de légères blessures. Il n'y a eu aucune revendication pour l'instant et les autorités espagnoles restent très prudentes, se gardant d'attribuer cette bombe à l'ETA, car l'organisation séparatiste basque n'a jusqu'à présent pas utilisé ce genre d'engin.
Samedi, une bombe plus classique, 40 à 50 kg de dynamite placée dans une voiture, avait explosé dans la station balnéaire de Salou sur la Méditerranée, sans faire de victimes, mais effrayant de nombreux touristes étrangers. La stratégie actuelle de l'ETA serait orientée en ce moment sur les intérêts touristiques et économiques de la péninsule. Le ministère israélien de la Défense fait un geste en direction des Palestiniens. Il autorise 5000 travailleurs palestiniens à entrer en Israël et il envisage d'alléger le bouclage des territoires palestiniens. Il faut dire que l'économie israélienne a besoin de bras. Bon nombre de ces travailleurs vont participer à la cueillette des olives qui aura lieu ces prochains jours. Ce moment de détente est tout relatif. On va s'en rendre compte à Béjala, dans une famille en partie suissesse. C'est une Suissesse qui a épousé un Palestinien et qui a choisi de rester sur place. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Sébastien Faure et Albert Pasquier. Elisabeth Aboulaban est valaisanne et mariée à un Palestinien. Il y a 2 ans, le couple et ses 2 enfants ont décidé de s'installer ici, sur les hauteurs de Bethléem. C'était sans compter avec la 2e intifada qui allait éclater. Pour son époux, plus aucune perspective de travail dans des territoires palestiniens asphyxiés. Il est finalement resté à Genève et Elisabeth est seule avec ses enfants et sa belle famille, mais elle ne se démonte pas. C'est pas parce que j'ai vécu très bien et très à l'aise et sans aucune grande crainte durant tant d'années en Suisse que maintenant je vais devenir peureuse. Mais il y a des craintes d'un autre niveau, c'est certain, quant à l'avenir proche du pays, quant à demain, après-demain. Son fils Akam a 8 ans, mais a déjà bien intégré le discours anti-israélien. C'est qui sur l'affiche? C'est mon cousin, il s'appelle Mahmoud. Pourquoi il est sur une affiche? Parce qu'il est tué par les Israéliens. Qu'est-ce qu'il faisait? Il lançait des pierres et puis il mettait des bombes pour faire tuer les Israéliens. Moi aussi, j'aimerais bien faire ça quand je serai grand. Le secteur de Béjaïa, où vit la famille Aboulaban, est l'un des points les plus chauds des territoires palestiniens. Cette maison sert régulièrement de poste de tir contre la colonie juive de Gilo qui se trouve juste en face. À chaque fois, il y a une riposte à l'arme lourde de l'armée israélienne. Elisabeth ne s'était encore jamais aventurée jusqu'ici. La réalité des affrontements est pourtant toute voisine. Et c'est la première fois que je viens sur place et puis je sais pas, bouleversée. Je trouve que c'est terrible. Ça m'impressionne beaucoup. Et quelque part, ça me fait peur parce que je me dis si ça nous arrive, quoi. Enfin. Infirmière de formation, elle s'occupe d'enfants abandonnés dans une crèche de Bethléem. Sa contribution à l'émancipation du peuple palestinien. Mais je suis passionnée par la marche en avant de ce peuple, c'est vrai. Ça m'a toujours intéressée, puis ça m'interpelle beaucoup. Elisabeth veut apporter sa mesure, son recul à ses enfants et participer peut-être à une génération future plus pacifique. Nous allons retrouver notre envoyé spécial à Jérusalem, Sébastien Faure. Sébastien, bonsoir. Bonsoir Darius. On a vu le côté palestinien, côté israélien après les attentats des derniers jours. Est-ce que vous sentez la peur au quotidien ? On peut la sentir, cette peur. On peut d'ailleurs voir que cette ville de Jérusalem a totalement changé de visage depuis un an, depuis le début de la 2e intifada. Pour 2 raisons. D'abord parce que les gens, en effet, ont peur, évitent de sortir quand ce n'est pas nécessaire. Leur vie est bercée par les appels de la police dans des haut-parleurs, appels à la vigilance contre de nouvelles attaques. Partout à l'entrée des supermarchés, des magasins, même des pharmacies, des bars ou des restaurants, on voit des gardes qui fouillent les sacs pour prévenir ces attaques. Et puis l'autre raison, ce sont les touristes qui sont totalement absents d'Israël cet été. Les hôtels sont désespérément vides. Le secteur s'est écroulé, on le comprend, en moins d'1 an. Est-ce que cette peur est tenable politiquement? Est-ce que l'opinion israélienne peut supporter comme ça d'aller d'attentat en attentat tous les 15 jours? Ça n'est pas évident du tout parce que autant on peut dire que les Israéliens sont relativement accoutumés à cet état de psychose,
autant il y a une nouvelle donne. Il faut dire, je vous le disais, ce secteur du tourisme s'est totalement écroulé et ce sont autant d'emplois qui se sont envolés. Et cela coïncide en plus avec la crise dans les nouvelles technologies, un secteur très important ici en Israël. Alors on peut penser que cette crise économique qui menace poussera les Israéliens à davantage de compromis avec les Palestiniens, mais cela n'est pas sûr et dans le cas contraire, on peut craindre, tout comme côté palestinien, une radicalisation de la population. Sébastien, merci, on vous retrouve demain. C'est demain après-midi que les pays membres de l'OTAN devront décider de l'envoi rapide de 3500 hommes en Macédoine. Ils écouteront au préalable le rapport du commandement en chef des forces alliées en Europe, le général Ralston, qui est arrivé aujourd'hui à Skopje. Près de 500 soldats, en majorité britanniques et français, sont déjà présents sur le terrain. Ils devraient être rejoints par de nouveaux contingents. La situation restait incertaine aujourd'hui en Macédoine, où des combats ont éclaté entre l'armée et l'UÇK près de la ville de Tetovo. On saura demain si Lausanne va accueillir l'agence antidopage avec toutes les retombées positives que cela aurait en termes financiers, mais aussi pour l'image de la capitale vaudoise. Les deux grandes rivales sont Montréal et Vienne. La Confédération, l'État de Vaud et la ville de Lausanne apportent leur contribution à hauteur de 2,8 millions de francs pour tenter de l'emporter face à cette concurrence. Christian Fellbaum et Hugo Meder. Lorsqu'il a initié les Jeux Olympiques de l'ère moderne, le baron Pierre de Coubertin a-t-il pensé un seul instant qu'il allait faire de Lausanne la capitale de l'olympisme? En fait, le rénovateur des Jeux a transformé Lausanne en capitale du sport tout court, puisque 17 fédérations internationales ont choisi de s'y installer. Et quand le monde du sport s'est enfin décidé à combattre ce fléau qu'est le dopage, il était logique que Lausanne se mette sur les rangs pour abriter le siège de l'Agence mondiale antidopage. Si véritablement l'Agence mondiale souhaite et décidé à devenir, ce que je disais tout à l'heure, ce leader mondial de la lutte contre le dopage dans le sport, souhaite rayonner, souhaite faire, je dirais, utiliser une certaine autorité sur les fédérations sportives, voire le CIO, l'élément de proximité nous semble précisément fondamental. C'est une bonne chose, l'intérêt de l'Agence mondiale coïncide avec celui de la ville de Lausanne. Oui, parce que ça renforce l'image et la notoriété de Lausanne. D'autre part, l'agence a un budget de l'ordre de 12 millions de dollars par année. Ça veut dire qu'une partie de ce budget-là est dépensée en services qui sont consommés ici. C'est donc pas du tout négligeable. Les Vaudois ont des arguments de poids. L'État de Vaud payera le loyer de l'AMA pendant 5 ans, une dépense de l'ordre de 2,5 millions de francs. Comme les autorités lausannoises travaillent sur ce dossier depuis 2 ans, cela veut dire que pour une mise unique de quelques centaines de milliers de francs, Lausanne pourrait toucher un jackpot de plusieurs millions par an. L'alpiniste valaisan André Georges vient de rentrer au pays auréolé d'un nouveau succès. Il a gravi le Gasherbrum 2 au Pakistan, qui constitue ainsi son 9e 8000 mètres. Le mauvais temps a empêché André Georges d'en rajouter un 10e, mais ça n'est que partie remise. Demain, André Georges sera d'ailleurs notre invité sur le plateau du nouveau 1245 pour parler image à l'appui de ce nouvel exploit. Voilà, à ce point de ce journal, on peut toucher du bois. Il n'y a pas eu de panne pour l'instant dans ce nouveau studio entièrement numérisé de la TSR. Et pour faire plaisir à notre réalisateur Ventura Samara, qui tient à montrer toutes les potentialités, je vais me lever, puisque désormais les présentatrices et présentateurs peuvent se lever, évoluer dans ce décor pour animer un débat ou pour cuisiner un invité. Notre premier invité, c'est vous, André Cretlan. Vous êtes le nouveau patron du téléjournal à compter du 1er septembre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous ai connu il y a 14 ans. Vous étiez jeune rédacteur au Journal de Genève devant une petite machine à écrire mécanique sur laquelle vous tapiez avec 2 doigts. Oui. Là, vous êtes à la tête de cette grande machine, de ce magnifique outil. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Bon, d'abord, c'est vrai que les métiers évoluent, hein, ils évoluent depuis un certain nombre d'années. C'est vrai qu'il y a une révolution technologique qui est à l'œuvre en ce moment, et je rends hommage à toute l'équipe qui est en régie et qui est dans cette rédaction, qui rend possible cette révolution technologique, et en particulier Philippe Mota, qui est le responsable de ce projet. Alors, que veut-on faire ? On veut faire des journaux évidemment plus séduisants, on a pu le voir déjà ce soir, mais plus largement, je dirais, laisser la vie entrer au téléjournal, aborder plus largement les différentes thématiques
démographique de la société. Le citoyen aujourd'hui attend de nous une information plus large. Vous savez d'ailleurs qu'on va ouvrir une rubrique sport au téléjournal, mais le citoyen attend de nous des reportages, il attend de nous des enquêtes, il attend qu'on pose les bonnes questions précisément. Alors André, du point de vue de ce que verra le téléspectateur, quels sont les prochains rendez-vous ? Alors oui, les prochains rendez-vous, c'est important, car l'offre d'actualité, c'est pas seulement le 19h30 que nous vivons en ce moment, c'est aussi dès demain un nouveau 12h45 avec une présentation nouvelle, une présentation à deux. Ce sera dès la semaine prochaine, le 23h15, une nouvelle émission d'information à heure fixe. Et puis, dans quelques minutes, nos collègues sont en train de se préparer, le magazine économique Axe. Et puis, j'aimerais aussi dire, il ne faut pas oublier, vous pouvez revoir tout ce que vous avez vu ce soir sur tsr.ch. C'est aussi l'offre nouvelle qu'on va pouvoir suivre sur le net. André Crétan, merci. On va terminer ce journal sur des images impressionnantes. C'est l'offensive des requins sur les côtes de la Floride. Cette fois-ci, ce n'est pas de l'ordre du fantasme. Ces dernières heures encore, au moins 6 personnes ont été attaquées. Le récit de Claire Chevalier. Le paradis des surfeurs est sous le choc. En 2 jours, 6 personnes attaquées par des requins, c'est un peu inhabituel. Même si les malheureux qui ont croisé la route des squales ces derniers jours ne sont que légèrement blessés. J'étais juste un peu plus loin à la recherche de bonnes vagues. Quand j'ai décidé de rentrer, je me suis retrouvé avec 5 requins de ce côté et 6 ou 7 de l'autre. L'un d'entre eux a attrapé mon pied et m'a tiré de ma planche. Les 3 victimes d'hier participaient à une compétition de surf. On estime que les requins à la vue très limitée confondent parfois les planches des surfeurs avec de gros poissons. Cette zone est très riche en nourriture. Il y a beaucoup de bancs de poissons qui dérivent à cause du courant. Nous avons régulièrement 200 surfeurs dans l'eau au milieu des bancs de poissons et des requins qui viennent s'y nourrir. Ces derniers incidents inquiètent. Dans le monde entier, on constate une augmentation des attaques contre les humains, qui peuvent notamment s'expliquer par la hausse de la population dans les zones côtières. Voilà, je vous rappelle les grands titres de cette journée, tout en vous signalant que vous pouvez toujours suivre l'actualité sur notre site tsr.ch. Les sans-papiers défient les autorités à Fribourg. Ils ne veulent pas quitter l'église Saint-Paul. Un nouvel ultimatum est fixé à demain. La rentrée a lieu dans un climat mitigé. À Neuchâtel, certains enseignants dénoncent un irrespect croissant de la part des élèves. Et puis la SAM est présentée demain au public. La nouvelle voiture électrique se vendra 12 000 francs. Elle espère un succès rapide. C'est ainsi que prend fin cette toute première édition du 1930. Il va de soi que c'est une formule qui est appelée à évoluer. D'ailleurs, nous espérons vos remarques, le cas échéant vos critiques. Et puis une autre nouveauté vous attend dans quelques minutes. Le magazine économique Axe évoquera notamment la vogue des parcs de loisirs du genre aquapark. Dans l'immédiat, je laisse la parole à Philippe Jeanneret pour la météo. Et nous allons nous quitter sur un générique spécial, sur une musique de Stéphane Kircher, pour remercier près de 200 personnes qui ont contribué au projet Actu 2000. Très belle soirée, à demain.